et d'entrer avec vous dans la stratégie de guerre masquée réelle, parce qu'elle existe. Donc, je vous prends avec moi, d'abord en Iran, en 1953, lors de l'opération Ajax. Je voudrais vous présenter ici comment la stratégie de la guerre masquée est appliquée aujourd'hui. Elle a été durant les dernières 60-70 années, et quels sont les résultats. Donc, ce sont des exemples historiques. Dans les années 1950, le gouvernement de l'Iran était sous la présidence de Mossadegh. Vous le voyez sur l'image ici. Il était le Premier ministre et voulait nationaliser le pétrole iranien afin que le peuple puisse en profiter davantage. Les Anglais contrôlaient le pétrole en Iran à cette époque-là. C'était la British Petroleum, le prédécesseur de BP. Et ils n'aimaient pas le fait que les Iraniens voulaient le pétrole pour eux-mêmes. OK? Et maintenant, le président démocratiquement élu vient et veut nationaliser le pétrole. Alors les Anglais disent, il faut le renverser. Mais ils ne peuvent pas faire une invasion. Le peuple n'aimerait pas ça, alors ils doivent envoyer des services secrets pour le renverser silencieusement, sans que nous, Européens ou Américains, ne le remarquions. Le service secret anglais à l'étranger, MI6, voulait faire le renversement, mais il avait besoin des Américains. Le service secret américain s'appelle la CIA, et ils sont allés en Iran ensemble. Ils ont renversé Mossadegh et ils ont annulé la nationalisation du pétrole. Donc ceci est arrivé, c'est une histoire vraie. Et on se demande aujourd'hui, nous les scientifiques, en essayant de reconstituer les faits, comment ont-ils fait cela? Nous avons trouvé un seul agent, c'est Kermit Roosevelt, qui est connu. Il n'a pas l'allure de Daniel Craig, mais ceci se passe maintenant dans le monde réel. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est un agent réel. Il est né en 1916 et il est mort en 2000. Il a prévu cette chute du gouvernement et plus tard, il a écrit un livre, Counter-coup, The Struggle for the Control of Iran. Le livre était déjà publié dans les années 1970. C'est-à-dire que nous savons déjà depuis très très longtemps comment les Américains ont renversé le gouvernement en Iran. Roosevelt a reconnu qu'en 1953, la CIA et le service secret anglais ont exécuté ce coup d'État. D'abord, en déstabilisant l'Iran, ils ont mis en scène une vague de tirs et d'attentats à la bombe. Pour pouvoir plonger un pays dans la crise, ils ont besoin de ce mode de déstabilisation. Ils ont dit aussi que le président iranien Mossadegh a été rendu responsable pour ces attentats terroristes et ces bombes. Alors, pour que vous compreniez bien, comment la stratégie de guerre masquée fonctionne-t-elle? Supposons que vous soyez un agent ou une agente ou un membre d'une unité spéciale. Vous avez pour tâche de renverser le gouvernement d'un pays. Ce ne sont pas des directives à suivre. Je veux seulement vous dire que vous devez vous mettre à leur place, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Donc il faut d'abord déstabiliser le pays avec violence. Vous ne pouvez pas le faire avec des discussions ou des débats rationnels. Mais vous devez déstabiliser le pays avec violence et en rendre responsable le dirigeant. Alors il faut que vous disiez, il y a eu un attentat terroriste et votre dirigeant en est le responsable. Mais en fait, c'est vous qui avez effectué l'attentat. Voilà, c'est une combinaison de mensonges et de violence. C'est la stratégie de guerre masquée et ça fonctionne. Un journaliste américain du nom de James Reason a examiné comment la CIA elle-même décrit ce renversement du gouvernement. Il faut comprendre qu'à chaque fois que la CIA fait quelque chose, ils écrivent toujours leur propre histoire. Ils écrivent ce qui s'est vraiment passé. Mais ce n'est pas vous qui le recevez, c'est placé dans les archives de la CIA. Et ça reste très longtemps dans ces archives de la CIA, et nous souhaitons l'avoir pour pouvoir le lire. Quelquefois, nous pouvons le voir, mais souvent seulement après 50 ou 60 ans. Et en 2000, Reason a eu accès, et à ce moment-là, il a expliqué. La propre histoire des États-Unis dit, l'histoire secrète mentionne que la maison d'au moins un musulman éminent a été bombardée par des agents de la CIA qui se sont fait passer pour des communistes. Ok? Alors, quelle est la technique ici? Il se déguise, bon, comment peut-on expliquer ceci pour les Suisses? C'est comme si un homme du Tessin prétend être un Jurassien et fait exploser une bombe dans le Jura,
Et après, il dit que les Jurassiens sont agressifs. Vous le comprenez? Comment ça va? C'est ainsi, c'est-à-dire qu'ils prennent une autre apparence, ils exécutent des actes violents sous cette apparence, en discréditant cette apparence qu'ils ont seulement prise pour cette affaire. C'est la vie réelle. Cela fonctionne comme suit. The overthrow of Mossadegh. J'ai quelques citations anglaises, mais je les traduis. Use a false flag strategy of tension technique. C'est un terme qui apparaît sans cesse dans la stratégie de guerre masquée et que j'aimerais vous transmettre pour que vous le connaissiez. False flag, ça signifie faux drapeau. Par exemple, vous vous trouvez sur un bateau de pirates et vous voulez attaquer un navire marchand. Donc vous hissez un faux drapeau qui dit « Nous sommes un navire anglais ou autre ». Et quand ils sont tout prêts, vous hissez peut-être le drapeau pirate au dernier moment avant d'aborder le navire. C'est votre tromperie qui vous donne bien sûr un avantage. La stratégie de la tension, strategy of tension, c'est ce que vous attisez du chaos dans le pays, comme vous pouvez le faire dans n'importe quel pays. Ne vous faites pas d'illusions. On peut le faire dans tous les pays et il est difficile pour la police, le service secret, les services de sécurité ou pour les enseignants et les professeurs de reconnaître rapidement ce qui se passe réellement. CIA offer orchestrating the Iran Cope work directly with royalist Iranian military officer. Ceci est maintenant la version officielle de la CIA, ce qui veut dire que dans la guerre masquée, on travaille d'abord ensemble avec des parties de l'armée locale, l'armée du pays qu'on déstabilise, qui elles aussi ont intérêt à une déstabilisation. Vous allez dans le même pays et vous regardez lequel des officiers sont insatisfaits et seraient alors prêts à renverser le gouvernement. Ils ont besoin de ceci, ils doivent les gagner pour leur camp. And directed a campaign of bombings by Iranians posing as members of the Communist Party. Ça remonte à loin, c'était à l'époque de la guerre froide où les communistes étaient les méchants. C'est pour cela que ça avait du sens si les bombes étaient posées par des communistes. Je veux seulement faire remarquer qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est faux. Ok? Vous allez maintenant dire, c'est super, mais c'était en 1953, vous êtes quand même un peu lent. Et là, je peux seulement dire que nous, les historiens, nous sommes lents. Mais c'est pour cela que nous sommes précis. C'est un savoir acquis. Les moments originaux en Iran, comme ça s'est passé autrefois, c'est simplement ainsi. Des voitures brûlent, des gens sont abattus. C'est continuellement la même chose. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Mais il est important de reconnaître la structure derrière tout ça. Évidemment, il y a aussi des Iraniens qui avaient reconnu à l'époque que c'était bien sûr les Américains qui intervenaient. Voilà un homme qui écrit ici « Yankees go home », ce qui veut dire à peu près ceci « S'il vous plaît, n'intervenez pas dans nos affaires nationales ». Je comprends aussi, parce que dans la fiction, on est toujours du bon côté. Les scénarios sont ainsi, sinon ils ne peuvent pas les vendre. Mais dans la réalité, on est parfois du mauvais côté. Et ça, on ne veut pas l'entendre. J'y vois là une excuse. Et cette excuse est venue de la part des Américains en 2000, c'est-à-dire 50 ans plus tard. La ministre des Affaires étrangères, Madeleine Albright, autrefois dans l'administration de Clinton, a dit « C'est facile de comprendre que beaucoup d'Iraniens désapprouvent cette intervention américaine dans leurs affaires intérieures. » Et c'était cela l'excuse. Il n'y aura pas mieux que ça. Une autre excuse est encore venue d'Obama. Au milieu de la guerre froide, les États-Unis ont joué un rôle dans le renversement du gouvernement iranien qui avait été démocratiquement élu. Cela, il l'a dit en 2009. Et c'est important. Il a dit ça au Caire. Il faut savoir, le Caire est en Égypte, et en Égypte, on a connaissance de ces contextes. Là, il devait le dire parce que tout le monde dans la salle le savait. Et pour les USA, c'est bien sûr très humiliant lorsqu'ils disent toujours que l'Iran est méchant et que nous sommes les gentils, tandis que les Iraniens savent que ce sont les Américains qui ont renversé le gouvernement iranien. Et si c'était le contraire, si l'Iran avait renversé en 1953 le gouvernement américain, alors il l'aurait su. Mais le cas inverse, ils ne l'apprennent pas. Et pour ça, ils ont l'impression que l'Iran est un pays plein de barbares qu'on devrait bombarder. Cette façon de faire la guerre s'appelle information warfare, une guerre d'information. On vous donne certaines informations et d'autres, on les tient éloignées de vous, et votre image de l'Iran résulte alors de cela. Si maintenant, chaque jour, il parlait du putsch américain en Iran, si l'Iran était au moins mentionné, ça produirait une autre perception dans les personnes. Continuons, je prends simplement un pays après l'autre.
Cuba, 1962. Cuba, 1962, on avait là l'opération Northwoods. Northwoods était simplement le terme technique pour cet exercice. Vous devez vous souvenir, l'histoire cubaine est intéressante. 1959, Fidel Castro est arrivé au pouvoir. Fidel Castro ne plaisait pas aux Américains. Il avait renversé Batista, qui était un dictateur. Monsieur Castro a dit, nous faisons maintenant une autre société et nous fermons les casinos. En avion, on pouvait y atterrir directement depuis Miami, etc. Il a rencontré Nixon et Nixon a tout de suite haï Fidel et Nixon a décidé de renverser Fidel Castro. Il a pensé qu'il y arriverait facilement. On a même effectué l'invasion de la baie des Cochons. C'était en avril 1961. Un nouvel exercice dans le domaine de la guerre masquée. Ainsi, la CIA a recruté des gens qui sont venus par bateau. Et avec eux, on est allé à Cuba et on a essayé de renverser le gouvernement de Castro. Ça n'a pas réussi parce que d'abord, on a éliminé l'armée de l'air de Castro. Et c'était une erreur. Vous ne pouvez pas prendre une île avec des navires, alors que l'île a encore une armée de l'air. Parce qu'ainsi, les avions peuvent couler les navires. Ainsi, ça a été un vrai désastre. En fait, les Américains ont radicalisé Fidel Castro et Che Guevara. Che Guevara à droite et Castro à gauche sur l'image. Che Guevara avait observé en 1954, au Guatemala, comment les Américains avaient renversé Arbenz. Arbenz était le président du Guatemala. Et il avait effectué une réforme nationale. On n'avait pas pu renverser Fidel Castro avec l'invasion de la baie des Cochons, et Fidel Castro s'est encore jeté dans les bras de Nikita Khrouchtchev. Les Russes étaient bien sûr les ennemis des Américains dans la guerre froide, et ils le sont à nouveau. Alors, à l'époque du président Kennedy, les représentants du gouvernement américain ont dit: est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour fabriquer une raison pour faire enfin tomber Fidel Castro? Après que la CIA, pour ainsi dire, n'a pas réussi avec l'invasion de la baie des Cochons en avril 1961, on a dit, essayons donc de voir si le Pentagone a une bonne idée. Et le Pentagone a dressé un plan qu'on n'a pas réalisé alors, mais dont je veux vous parler parce qu'il montre la technique du False Flag Strategy of Tension. Alors, faux drapeau et tension, c'est ce qui est planifié au Pentagone au plus haut niveau. Ce n'est pas quelque chose que n'importe quel officier de rang inférieur peut inventer, mais ça vient d'en haut. Ce document strictement secret a été déclassé aujourd'hui et il date de mars 1962. Donc ça a pris environ 40 ans jusqu'à ce qu'il soit déclassé. Aujourd'hui, il est déclassé. Et il s'agit en réalité de Justification for US Military Intervention in Cuba. Ça veut dire simplement la justification pour une intervention américaine sur Cuba. Comment est-ce qu'on peut pousser le peuple américain à ce qu'il soit pour une guerre des Américains contre les Cubains? Et on le fait ainsi. Premièrement, une idée. Remember, the main incident could be arranged in several forms. We could roll up an US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Ce qui veut dire, nous pourrions dynamiter un navire américain. Et il s'agit en effet d'un navire qui est sur la base américaine de la baie de Guantanamo. Guantanamo est une partie de Cuba, et là les Américains avaient une base. Fidel n'aime pas cette base, mais elle est connue depuis l'histoire de Guantanamo. Obama n'a pas fermé Guantanamo, vous le savez. L'idée ici est de faire sauter un navire et de dire après que c'était les autres. Ok? C'est comme si je prenais en vitesse une arme, que je me tire une balle dans la jambe et après je dis « Monsieur Sazek, vous m'avez tiré dessus. C'est abominable !» Et c'est comme ça que ça se passe. Et là derrière, vous ne le verriez pas. Vous ne le verriez pas là derrière. Est-ce qu'il a vraiment tiré? Et ça va tellement vite. Cette combinaison de mensonges et de tromperies est très dangereuse. Deuxièmement, we could develop a communist Cuban terror campaign in the Miami area, in Florida and in Washington. Nous pourrions effectuer une campagne terroriste aux États-Unis et alors la faire porter par Fidel Castro. Exploding a few plastic bombs, ce qui veut dire faire sauter des bombes au plastique. In carefully chosen spots, dans des endroits bien choisis. The arrest of Cuban agents, arrêter quelques agents cubains. And the release of prepared documents. Et puis la publication de documents manipulés qui prouvent que les Cubains se trouvent derrière ces attentats terroristes.
would also be helpful in projecting the idea of an irresponsible government. Ce serait aussi pratique pour projeter l'idée d'un gouvernement irresponsable. Dans ce cas-là, ce sont les Cubains. Ça veut dire que le combat pour l'opinion publique est intensif. Et j'ai donné un cours à l'université de Zurich sur la manière de faire la guerre masquée. Mais pas parce que je veux que les étudiants fassent ainsi plus tard, mais parce que je voudrais qu'ils comprennent comment la politique internationale fonctionne derrière dans les coulisses. Et ils posent toujours la question. Je ne suis plus à l'université de Zurich, mais j'ai fait la même chose à l'université de Bâle, dans l'enseignement de l'histoire contemporaine, et les étudiants posent toujours la question. Ok, de quoi ont l'air ces gens? De quoi ont l'air ces gens qui planifient cela? Car ce sont eux maintenant les mauvais, des mauvais, des mauvais. On veut les voir, alors je dis. Ils paraissent tout à fait inoffensifs. Ce sont les plus hauts généraux du Pentagone, et l'homme ici tout à gauche, c'est lui qui a signé ce plan. C'est Lyndon Lettmetzer. Il a signé ce plan. C'est le plus haut général au Pentagone. Et puis vient le ministre de la Défense. C'est une fonction civile. Le vice-président et le président. Ça, c'est la pointe. Et ce que je voudrais vous expliquer, ils ont l'air comme nous, selon l'âge. Pour les uns, ils ressemblent à leur propre grand-père, et pour les autres, ils vous ressemblent à vous-même. Ils ne ressemblent pas à l'image du méchant Moudjahidine barbu avec le turban. Et c'est très logique. Ces généraux veulent gagner. Ils veulent juste gagner. C'est ça leur doctrine. Et ils disent, mais il est clair que pour gagner, je dois aussi tuer. C'est leur conviction. Ils n'ont pas cette idée de ne pas utiliser d'armes, mais ils ont la conviction, je dois tuer. Et ils disent, si je combine le meurtre avec le mensonge, je m'en sors mieux. Je peux confirmer cela. Dans le temps, j'ai joué au handball. Et au handball, c'est ainsi. Voilà, la défense et le goal. Et vous voulez passer au travers. Vous faites une feinte à gauche et vous passez à droite. Nous avons toujours exercé cela des centaines de fois. Mais vous ne dites pas, je passe par la droite. Est-ce que vous pouvez vous pousser de côté? Ça ne fonctionne pas. Mais ils trompent, ils font une feinte. Ça, vous le voyez tous les jours dans le sport. Tout le monde fait comme ça. Et pourquoi font-ils ainsi? Parce qu'ils veulent gagner. À la fin, ils veulent avoir plus de buts, ce qui est tout à fait OK pour eux. Mais si nous rentrons dans les affaires militaires et que quelqu'un fait sauter un navire, et il dit que c'était les autres, mais lui, il bombarde et les enfants meurent. Alors là, on a dépassé la ligne rouge. Ce que nous connaissons, ce que nous savons, c'est que cet exercice n'a pas été effectué. OK? Ça n'a pas été fait, c'était un plan. Mais Kennedy a entendu parler de ce plan et l'a stoppé. Il a alors muté Lettmetzer, ce général. Le problème était qu'il était déjà le général le plus haut des États-Unis. Où donc est-ce qu'on pouvait alors le muter? En Europe, OK? Il l'a envoyé en Europe comme commandant général de l'OTAN. Donc en Europe en tant que commandant général. De telles personnes sont exportées chez nous. Mais maintenant, ici, ce qui s'est passé réellement, c'est que cette affaire est devenue hors contrôle. En effet, les Américains ont observé que les Russes avaient stationné des armes nucléaires à Cuba en 1962, exactement à ce moment-là où on a projeté cette guerre masquée. Mais vous avez les images satellites. Jürgen Elsässer l'a expliqué tout à l'heure. À l'époque, on a présenté des images des armes nucléaires américaines. Et le monde était vraiment au bord d'un conflit militaire qui aurait pu se terminer par du nucléaire. Voilà les navires russes et américains. Kennedy disait, les navires russes qui vont vers Cuba, nous devons les stopper. Et puis certaines personnes ont demandé, et s'ils ne s'arrêtent pas? Ils n'avaient pas de plan, pour ce qui se passerait si en quelque sorte ça tournait mal. Ils étaient fortement armés, et aujourd'hui nous le sommes toujours plus. Nous sommes un peuple fortement armé ici dans ce monde. Nous sommes à 7 milliards et nous n'avons jamais été aussi fortement armés. Pour cette raison, c'est très difficile pour un groupe qui cherche la paix et il doit donc s'armer avant tout avec l'information. On doit comprendre comment ces jeux ont été joués, parce que ce sont toujours les mêmes jeux. Ici, à nouveau, la crise des fusées. Et elle a été détournée grâce à Kennedy, parce que Kennedy s'est imposé aussi contre ses propres généraux. Ses propres généraux ont dit « Maintenant, nous bombardons, maintenant c'est parti.
nous allons raser l'île. Il n'a pas fait cela. Il s'est opposé à ce groupe industriel et militaire, et alors il a été abattu en 1963 dans des circonstances mystérieuses. Ici, nous avons son ministre de la Défense, Robert McNamara, qui a alors été reconduit par le gouvernement suivant. C'est le gouvernement Johnson. Johnson est ce président qui a remplacé Kennedy après la mort de Kennedy. Et après ça, Johnson a dit à l'ONU, « Nous soutenons que les États-Unis sont le meilleur appareil qualifié pour préserver la paix mondiale et pour contribuer au bien de l'humanité. » Maintenant, il faut s'imaginer cette hypocrisie. D'un côté, on projette de faire sauter des navires et de faire porter la responsabilité à Fidel. Et de l'autre côté, on explique qu'on soutient l'ONU. L'ONU interdit les guerres d'agression. Elle interdit aussi le terrorisme préfabriqué. Elle est le fondateur du mouvement pour la paix en disant « Nous devons renoncer à poursuivre les guerres ». Il faut aussi saisir que si les gens le comprennent, cela crée avec le temps une très profonde méfiance envers la politique. Si le mensonge est si amer et si violent, on ne se fie plus à ces choses. C'est le résultat normal. J'ai écrit un livre sur ce sujet, La crise de Cuba, l'ONU, sans aucune chance. Ici, j'ai observé ce qui se passe à l'ONU, quand la guerre masquée est utilisée. Par exemple, à ce moment-là, quand les Américains font l'invasion de la baie des Cochons en 1961, ils laissent tomber des bombes sur Cuba. Et puis, l'ambassadeur cubain va au Conseil de sécurité de l'ONU et dit « Écoutez, nous sommes bombardés, ce sont les Américains. » Alors l'ambassadeur américain dit « Non, ce n'est pas nous. Ce sont des pilotes cubains qui sont tellement frustrés par la dictature de Fidel Castro qu'ils bombardent leur propre pays avant de le déserter. » Puis l'ambassadeur anglais dit « Si, mon collègue américain a dit ça, alors je pense que c'est vrai. » Et aussi le français qui dit « Ça a bien dû se passer comme ça. » Et le cubain part complètement frustré et pense « Les Européens et les Américains sont des canailles. » Et il a raison, c'est ça le problème. Si jusqu'à maintenant, vous vous souvenez des faits, en 1953, la chute du gouvernement en Iran, avec la False Flag Strategy of Tension, nous avons en 1962 l'attentat planifié False Flag avec les navires dynamités, mais qui n'a pas été réalisé. Par contre, l'invasion de la baie des Cochons a eu lieu. Maintenant, j'en viens au Vietnam. Là, le président Johnson était au pouvoir à cette époque-là. Kennedy avait été assassiné. Et Johnson a dit en août 1964 que les Vietnamiens ont attaqué les Américains. Attaqué dans le soi-disant golfe de Tonkin. C'est un endroit de la mer qui est justement devant le Vietnam. Et puis, on a lu dans le journal américain, c'est un extrait de la presse américaine, « North Vietnamese attack US destroyer ». Un destroyer est un bateau. Et attaque veut dire une attaque. Ce qui veut dire que les Vietnamiens ont attaqué un navire de guerre américain. Et ce genre de communication est entretenu pour tirer la population américaine dans la guerre. Ils doivent toujours répéter à leur population, « Nous sommes attaqués, et pour cela nous réagissons maintenant. » Ils ne peuvent pas dire, « Nos soldats ont attaqué un pays paisible et massacré des enfants. » Sinon les gens diraient, « Ça va pas la tête ?» Mais s'ils disent, « Nos soldats étaient sur un navire et ils ont été attaqués », pour ainsi dire, ça serait correct qu'une nation forte se défende. Cette forme de réflexion est régulièrement utilisée. Johnson a alors expliqué le 4 août que les États-Unis allaient commencer à bombarder le Vietnam. Vous savez que c'est devenu une catastrophe gigantesque. La guerre du Vietnam a causé des pertes innombrables. À peu près 3 millions de Vietnamiens sont morts. Et à peu près 50 000 Américains sont morts. Je vous épargne ça. Mais vous savez, c'est une très grande abomination. La guerre est et reste une abomination. Ce qui m'intéresse maintenant, est-ce que cette attaque a vraiment eu lieu en août 1964? Nous allons voir cela plus exactement. Il s'agit du navire Maddox. Ici, on voit une image originale de ce navire. Il a réellement été dans la région. On a dit que les Vietnamiens ont tiré sur ce navire avec des torpilles. Ce sont des armes sous-marines. Et maintenant, le service secret américain NSA a publié des documents en 2005 qui disent qu'il n'y avait pas eu d'attaque.
Ok? Le service secret américain NSA donne sa propre version qui est écrite dans ce cas-là par Robert Hanyok. Et il a confirmé ce que beaucoup d'entre nous, les historiens, avons toujours dit. Le 4 août 1964, il n'y avait pas eu de seconde attaque contre des navires américains se trouvant au Tonkin. Donc, cette attaque n'a pas existé. Vous pouvez dire que ces 3 millions de Vietnamiens qui sont morts, ce sont aussi, d'une certaine façon, le résultat d'une erreur. Pas d'une erreur de Johnson, parce que Johnson avait voulu la guerre. Pour ainsi dire, il a eu besoin d'un casus belli. J'ai apporté seulement 2 images du Vietnam. C'était le 8 juin 1972. C'est en fait mon année de naissance. Donc je trouve ça personnellement très intéressant, ce qui s'est passé à cette époque. Là, les Américains ont tiré des bombes napalm sur les villages. Et ici, on voit Kim Phuong Trang Thi, qui a 9 ans. Elle est très connue parce que cette image a fait le tour du monde. À cette époque, les Américains pouvaient encore faire des images non censurées. Et ces images ont été amenées dans les salons américains et européens. Cela a produit un grand mouvement anti-guerre. Vous vous souvenez des étudiants qui ont manifesté, etc., etc. Le Pentagone a entendu parler de cela. Aujourd'hui, ça ne va plus. Comme journaliste, vous ne pouvez plus vous tenir dans les régions en guerre et faire des photos. Vous courez le risque d'être abattu vous-même par des friendly fires. On ne veut pas, oui, on ne veut pas que ces images sortent. À la fin, le Vietnam enregistre une perte de 3 millions de morts vietnamiens et 58 000 Américains tués. Voilà une image d'une famille en janvier 1966. Femmes et enfants fuient devant la guerre. Ils sont toujours tombés dans les fronts de guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens n'ont pas la chance de comprendre l'incident du golfe du Tonkin du 4 août 1964. Ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas les livres, ils n'ont pas Internet. Ils n'ont simplement pas tout cela. OK? Ils se rendent compte qu'ils grêlent des bombes et qu'ils ne veulent pas ça. Je voudrais vous féliciter pour votre niveau d'information avancé, parce que vous connaissez alors des choses qui sont difficiles à digérer. Mais comme ça, vous pouvez mieux argumenter contre la guerre et le terrorisme. Et c'est ça le sens. Je voudrais vous éclairer sur le fait que la guerre masquée est effectuée par une minorité. Ce ne sont même pas 5% de la population mondiale. Vos voisins et vos copains ne font pas exploser une maison pendant leur temps libre. Et ils ne créent pas non plus des guerres, n'est-ce pas? Ce ne sont que très peu de gens qui commettent ces crimes extrêmes. Et c'est pour cela que vous ne devriez pas complètement changer votre image de l'homme. Pas qu'à la fin vous pensiez, les humains, ce serait bien qu'ils meurent tous. Ce ne serait pas mon plan. Vous devez continuer à voir le bien dans l'homme. Et voyez qu'il n'y a que quelques-uns, très peu de gens, qui sont impliqués dans une très grande violence. Je le dis toujours aux étudiants, parce qu'ils n'ont que 20 ans. Et quand ils ont fait un cours avec moi, un semestre comporte 12 semaines, alors ça change leur vision des choses. Mais je dis toujours, ici, nous analysons un cas particulier, des crimes qui sont difficiles à dévoiler, car des positions gouvernementales y sont impliquées. Mais il ne faut pas que cela trouble l'image complète de l'homme. Voyez dans votre cercle d'amis, qui connaissez-vous qui a déjà tué quelqu'un? Qui connaissez-vous qui a déjà violé quelqu'un? Vous cherchez longtemps, et quand vous êtes dans ces unités, ces 2 unités spéciales, ou dans le service secret, ce phénomène est connu. Venons-en maintenant à l'Italie. À une époque où je me suis penché sur la question de savoir si cela s'est passé seulement au Vietnam, ou seulement à Cuba, ou alors au Guatemala ou en Iran, pour ainsi dire à la périphérie, ça nous est égal. Ce sont tous des barbares. C'est du moins l'impression qu'on a parfois. Ou est-ce que cela s'est aussi passé également en Europe? Lors de ma thèse de doctorat, j'ai consacré 4 ans de mon temps pour clarifier l'opération Gladio. Au début, j'étais à Londres, à la School of Economics and Political Science. Et j'ai demandé à mes professeurs s'ils savaient quelque chose. C'était vraiment une très très bonne école, et on s'est vanté de faire partie des meilleures écoles du monde. Mais ils ne savaient rien, rien du tout. Vraiment, personne ne savait quoi que ce soit sur l'opération Gladio. Et c'est pourquoi je peux vous dire que si vous allez vers des professeurs d'histoire dans les universités, même en Suisse, ou vers des politologues, ou ceux qui enseignent le droit international, la connaissance sur la guerre masquée est très très mauvaise. Pourquoi?
On dit les sources ne sont pas bonnes, et alors je ne peux que leur donner raison. Les sources sont misérables, parce que les services secrets et les unités spéciales cachent toujours tout. Oui, c'est leur idée. Ils ne disent pas « Écoutez, dans le golfe du Tonkin, nous avons fait ainsi », mais ils essaient de brouiller les pistes. Et la plupart des scientifiques se sont maintenant défilés de leurs responsabilités et ils disent « Puisque les sources sont mauvaises, j'analyse maintenant la structure des châteaux forts du XVIIe siècle au pied du Jura du Sud. » Et on peut faire cela, oui, là, les sources sont meilleures. Mais nous avons simplement abandonné tout un pan de la recherche, seulement parce que nous avons peur de faire des fautes. Et je dis toujours, des erreurs sont possibles dans l'analyse de la guerre masquée, parce qu'elle n'est pas transparente, mais ce qui en résulte, c'est de la connaissance acquise. En ce qui concerne l'opération Gladio, il y a eu des attentats terroristes en Italie sur des places publiques. L'attentat de Bologne est le plus connu, mais il y a eu aussi des attentats à Milan en 1969 ou à Peteano en 1972. Avant tout cet attentat de Peteano en 1973, Peteano est un petit village au nord de l'Italie, a conduit à ce qu'un juge d'instruction italien analyse cet attentat plus en détail. Et il est venu à la conclusion qu'une bombe avait explosé, qu'elle avait tué, je crois, 3 carabinieri. Ce sont des gens de l'unité paramilitaire en Italie. Ils ont été attirés près d'une voiture, ils ont ouvert le coffre et alors la voiture a explosé. Ce qui se passe quotidiennement de nos jours. À l'époque, cela ne faisait que commencer. Alors on a dit que c'était les Brigate Rosse. Ce sont les brigades rouges en Italie, le groupe terroriste d'extrême gauche. On a dit ce sont ceux de l'extrême gauche. Par cela, on a discrédité toute la gauche en Italie. Les communistes, les socialistes en Italie, ce sont des terroristes. Plus tard, il s'est avéré que ce n'étaient pas les gauchistes, mais ceux de la droite, que c'était l'extrême droite de l'Italie qui avait fait cela et qu'elle avait fait porter le chapeau à la gauche. Voilà quelque chose que vous connaissez déjà. C'est de la False Flag Strategy of Tension. Connaissez-vous ce terme? Je l'ai introduit avant. Ça veut dire faux drapeau et création de tension. Un attentat terroriste, vous devez comprendre ça, ne vise pas à tuer des gens qui après ne seront plus là. Ce ne sont pas du tout des gens intéressants, parce qu'ils n'ont plus d'influence. Mais ceux qui observent et qui pensent « ça aurait pu me toucher, moi. J'ai aussi besoin de ce vol ou de cette gare, je fais mes courses à cet endroit. » Ainsi, la population devient angoissée et épouvantée. Et ceux qui sont morts ne seront de toute façon pas angoissés et épouvantés. Dans une forêt près du village italien de Peteano, une voiture a explosé le 31 mai 1972. La bombe a tué 3 membres des carabinieri. Et voilà l'attentat qui a conduit à ce qu'on dévoile l'existence en Italie d'une armée secrète sous le nom de Gladio. C'est un juge d'instruction italien qui l'a découvert. Et maintenant, j'aimerais encore souligner ce qui a déjà été dit. Je crois que c'est M. Sazek qui l'a dit. Il existe de bonnes mains. Il y a beaucoup de gens qui veulent en fait que nous ayons moins de violence, qui veulent en effet que nous entrions dans un monde meilleur et qui, sans l'idée de s'enrichir ou d'en profiter eux-mêmes, découvrent des choses. Et le juge italien Felice Cazzone en fait partie. Ce qu'il a découvert, il le dit de la manière suivante. En ce qui concerne les services secrets, l'attentat de Peteano fait partie de ce qu'on peut entendre sous le nom de la stratégie de tension. Cela veut dire produire des tensions à l'intérieur du pays même pour encourager ainsi les tendances conservatrices, révolutionnaires sociales et politiques. Alors que cette stratégie a été mise en place, il était nécessaire de protéger ceux qui étaient à la base parce qu'on a découvert des preuves de leur participation. Des témoins ont caché des informations pour protéger les extrémistes de droite. En Italie, le Parti communiste était très fort en ce temps-là. Il était bien représenté au Parlement et l'OTAN avait peur que les communistes puissent présenter un jour un ministre de la Défense. Ensuite, le ministre de la Défense aurait directement informé Moscou par téléphone des secrets de l'OTAN. C'était cela en fait la crainte. Alors on a dit, il faut les combattre et on peut le faire avec la stratégie de tension. Celui qui l'a découvert, c'est Felice Cazzone, cet homme-ci. Puis il a forcé Giulio Andreotti, le Premier ministre italien, à avouer. Andreotti a dit en 1990, « Oui, il y a une armée secrète nommée Gladio en Italie, mais elle a été constituée par la CIA et le MI6. Ils ont voulu cela pour tenir les communistes en échec en Europe. Ils ont constitué cette armée secrète pour que des guérillas puissent, en cas d'une invasion de l'Europe, combattre derrière les lignes ennemies. C'était l'idée fondamentale. Mais il y avait encore une deuxième idée
que ces unités puissent aussi intervenir contre le peuple paisible si le peuple votait mal. Le 3 août 1990, le Premier ministre Giulio Andreotti a attesté l'existence de l'armée secrète nommée Gladio. Il a dit « Gladio fait partie du réseau du Stay Behind de l'OTAN, qui a été développé par la CIA et le MI6, et qui existait aussi en dehors de l'Italie. » Donc cela veut dire qu'il a dit « Oui, il existe des armées secrètes en Italie, mais pas seulement chez nous, c'était donc très intéressant. » Les Français ont dit « Cela n'existe pas chez nous, c'est Mitterrand qui l'a dit. » Puis Andreotti a dit « Mais quand même, les Français étaient aussi présents à la dernière séance. » Puis Mitterrand a dû corriger. Donc c'est quelque chose dont personne n'aime parler. Oui, les armées secrètes conduisent des guerres masquées, la terreur insinuée. On dit toujours « Cela n'existe que très loin d'ici, mais pas chez nous. » Vito Miceli, le chef des services secrets militaires italiens SISMI, a dit « Gladio était une partie des services secrets militaires italiens SISMI. » Et il s'est fâché parce qu'il a dû comparaître en justice et il a dit « Cela n'existe pas » et il est même allé en prison. Je suis allé en prison parce que je n'ai pas voulu avouer l'existence de cette organisation super secrète. Et maintenant Andreotti vient et informe le Parlement. Alors là, il était très fâché. Pour vous, quand vous avez retenu que Gladio est une opération des services secrets militaires italiens en collaboration avec le MI6 et la CIA, c'est suffisant. J'ai écrit un livre sur ce sujet, l'OTAN, armée secrète en Europe, la terreur insinuée et la manière de faire la guerre masquée. Et dans ce livre, je cite Vincenzo Vinciguerra, c'est un des extrémistes de droite qui a effectué cet attentat à Peteano. Ça veut dire qu'il a d'abord contribué à l'éclaircissement de tout ce système et de derrière les barreaux, donc à partir de la prison, il a expliqué. On a dû attaquer des civils, des hommes, des femmes, des enfants et des personnes innocentes, des personnes inconnues qui se trouvaient bien loin de la politique. C'est ce que Vinciguerra a expliqué. Il a été jugé coupable de l'attentat de Peteano. La raison pour cela était simple. Les attentats devraient conduire les gens, le peuple italien, à demander une plus grande sécurité à l'État. Ça veut dire que si vous utilisez la stratégie de tension, vous pouvez dire après, à partir de 8 heures, il y aura le couvre-feu, ok? Alors tout le monde reste à la maison, tous pensent oui, c'est une bonne idée, car c'est un monde dangereux. Si vous n'avez pas d'attentat terroriste et vous dites à partir de 8 heures, il y aura le couvre-feu, les gens viennent et disent « La sera, facciamo la festa », donc à 8 heures le soir, nous prenons la pizza et le vin rouge. Alors c'est tout clair. Comment peuvent-ils avoir l'idée d'un couvre-feu? Et ils répondent « Nous avons besoin de plus d'argent pour la police. Nous devons mieux vous surveiller. » Puis ils vont toujours dire « Tout cela, nous ne le voulons pas. Mais dès que vous avez un attentat terroriste, c'est clair. Oui, vous pouvez même aménager chez moi dans mon salon. Cette technique vise les vivants, pas les morts. Ok ? Vous devez comprendre cela. C'est une énorme faute analytique de beaucoup de gens qui pensent « Heureusement, je n'ai pas été touché. » Si, c'était vous la cible, c'est vous qu'ils ont atteint. Mon livre concernant les armées secrètes de l'OTAN a été traduit en différentes langues. On peut relire tout cela dedans. En Suisse, il y avait aussi une armée secrète. Elle s'appelle P26. Elle a été dirigée par Ephrem Kattelan, qui est décédé. Et cela a aussi été découvert en 1990. Mais je veux dire, la P26 n'a pas fait d'attentat. Ok? Heureusement pas, je vous dis. Pourtant, je me suis un peu disputé avec des membres de la P26, parce que j'ai dit, nous étions tout de même liés indirectement à l'OTAN à travers le MI6, les services secrets anglais, ce que nous n'aurions pas dû faire car nous étions encore neutres. C'est un autre débat. Je ne peux pas approfondir ça maintenant. Pour vous, il suffit de savoir qu'il y avait la P26 en Suisse, qu'elle n'a pas fait d'attentat terroriste. Ils ont vraiment attendu l'ennemi soviétique. En cela, je crois ces gens. Ainsi, nous avions des dépôts d'armes à plusieurs endroits en Suisse. Ici, sur la photo, Kattelan, chef de la P26, qui a dit « Willinger, dont le ministre de la Défense qui a finalement dû payer les pots cassés de l'affaire, a été pris à contre-pied. Il n'était pas encore informé. » Ça veut dire qu'il ne savait pas encore que nous avions une armée secrète. Mais il était bien le ministre de la Défense et conseiller fédéral en ce temps-là. La POC-EMD est venue, la commission parlementaire d'enquête. Je le dis seulement parce que nous, Suisses, nous avons toujours l'impression que cela n'existe pas chez nous, n'est-ce pas? Chez nous, pas du tout. Chez nous, tout est clair. Alors je dis toujours, nous n'avons pas de guerre.
Nous n'avons pas d'attentat terroriste, mais nous avons quand même des éléments qui doivent et devraient être analysés. Pour le Conseil fédéral, on a ceci. Le P26 a acheté une maison en Irlande, et c'est dans cette maison Lissard, en cas d'une occupation de la Suisse par les Russes, qu'on aurait évacué le Conseil fédéral. On peut le comprendre et dire, peut-être c'est une bonne idée. Je dis seulement qu'il y a des opérations cachées, et c'est intéressant lorsqu'on les étudie. Ensuite, ça devient intéressant. On a demandé à l'OTAN, la plus grande alliance militaire du monde, ce qu'elle peut nous dire sur ces événements. Le 5 novembre 1990, l'OTAN dit « Nous n'avons jamais prévu de guerre sous forme de guérilla ». Et le lendemain, le 6 novembre, elle dit « Ce que nous avons dit hier est faux. Et aujourd'hui, nous ne pouvons rien dire de plus, parce que c'est secret. » Oui, et sans cesse, j'ai eu des contacts par courrier avec l'OTAN, avec la CIA, mais eux, ils ne vous racontent rien du tout. Ok? Eux, ils ne sont pas transparents. J'ai déposé un Freedom of Information Act auprès de la CIA. À travers l'ambassade suisse, j'ai exigé des documents auprès de la Partnership of Peace auprès de l'OTAN. Vous ne recevez rien. Ils ne sont pas transparents. Ils font leur propre truc. Et si vous croyez qu'en tant que citoyen, on pourrait leur demander si on le veut, non, on ne peut pas. L'Union européenne, en tant que Parlement, a alors protesté et a dit « On est contre ces armées secrètes. Nous protestons contre l'idée de certains officiers américains et du CHEP. » C'était le quartier général de l'OTAN en Belgique. Alors nous protestons contre le fait que les Américains et l'OTAN constituent des armées secrètes en Europe. Et le Parlement européen a exigé et demandé qu'on analyse ces armées secrètes et également le problème du terrorisme, pour voir s'ils avaient affaire à du terrorisme. Vous pouvez voir, après cela, il ne s'est rien passé du tout. Simplement rien du tout. Et c'est ainsi parce que chaque politicien ne peut que perdre. S'il n'en résulte rien et qu'il n'y a pas de lien, alors vous ne pouvez pas non plus gagner une élection. S'il en résulte quelque chose, qu'il y avait quelque chose, alors vous en portez la responsabilité, parce que c'était votre parti qui était au pouvoir, et cela n'a pas de sens. Ça, c'était pour l'Europe. Allons un peu plus loin. C'est plus simple. Opération satanique. Elle s'appelle vraiment comme ça. En 1985, les Français ont fait exploser le bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Ce bateau était parti dans le Pacifique parce que les Français y lançaient des bombes atomiques de surface. Greenpeace ne voulait pas cela, et il est allé en bateau. Ainsi, les Français ne pouvaient plus lancer les bombes atomiques qu'ils voulaient tester. Et puis Greenpeace a dit, « Ça ne va pas ». Et Mitterrand, qui était président en ce temps-là, a dit, « Allez, éloignez donc ce bateau de Greenpeace. » Et comment peut-on enlever ce bateau de Greenpeace? Si vous pensez à nouveau, vous êtes le président, comment vous l'enleveriez? La guerre masquée, vous téléphonez au ministre de la Défense, le ministre de la Défense dit « Oui, je m'en occupe ». Le ministre de la Défense téléphone au chef des services secrets militaires et dit « Mets-le de côté ». L'autre dit « Ok, je m'en occupe ». Il n'y va pas lui-même, bien sûr. Lui, il a une unité pour la guerre masquée. Ceux-ci envoient des plongeurs de combat qui accrochent une mine au bateau. La mine explose, le bateau coule et disparaît réellement. Ok, cela fonctionne. En tant que président, vous devriez seulement encore dire « Mais moi, je n'en savais rien ». C'est ainsi que ce jeu marche. Mais on a pu remonter, on a vu que c'était le ministre de la Défense, Charles Hernu, qui avait donné le commandement. Et il a dû démissionner. Puis, en tant que président, on se protège et on dit « Oui bon, le ministre de la Défense parti, 1-2 mois ». Même le chef des services secrets militaires, on peut le sacrifier aussi. C'est sa ligne de retraite. Stratégie de repli en tant que président. Pierre Lacoste, c'était le chef de la DGSE, ça veut dire Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Lui, il était chef des services secrets militaires depuis 1982. Il a dû démissionner le 12 septembre 1985, après le scandale du Rainbow Warrior. Lacoste a toujours dit « Qu'est-ce que vous croyez? Aurais-je fait cet attentat sans l'aval du président? Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que non. » Il a toujours dit « Ce consentement, je l'ai reçu du sommet. » Et Mitterrand, un socialiste, a dit « non. Ok ?» Jusqu'à sa mort, il n'a jamais dit la vérité sur le Rainbow Warrior. Mais sur le bateau, un photographe de Greenpeace est mort. Et sa fille, c'est Marelle, elle a toujours dit « Ce n'est pas possible. Mon père a milité contre des essais de bombes atomiques et il est mort lors d'un attentat terroriste. »
Combien cela est-il injuste? Et naturellement, il en est ainsi, que toujours plus de gens comprennent que cette manière cachée de faire la guerre fait de gros dégâts. Ce n'est pas juste. Si vous raisonnez, ce n'est donc pas juste quand un État fait un attentat. C'est l'argent des impôts. C'est déjà assez dur de payer des impôts. Mais quand on les utilise pour pratiquer la guerre masquée, la ligne rouge est vraiment dépassée. Le seul président socialiste a survécu au scandale du Rainbow Warrior. Il a dû sacrifier le ministre de la Défense et le chef des services secrets. Mais il a régné de 1981 à 1995. Cela veut dire que vous avez en tant que président la possibilité de faire la guerre masquée et de survivre politiquement. C'est possible. Vous en voulez encore? C'est un peu beaucoup.